Ce matin, j'ai eu, je dirais, l'honneur de rencontrer plus d'une centaine des écoliers de tout âge qui étaient venus et leur regard, leur réaction et surtout leurs questions, j'aurais vraiment aimé qu'on enregistre tout ça parce que c'est ça qui me donne, je dirais, le courage, parce qu'il en faut pour tout ce que je fais, et continuer avec l'énergie, avec plus de détermination, de faire ce travail que je fais, parce que finalement, c'était leur réaction et leurs questions et leur regard envers toutes ces photographies et ce qui en sortait qui me donnait cette conviction que la photographie, comme un langage universel que je choisis il y a bientôt 60 ans, à l'âge de 13 ans, vous faites 72, 13, ça fait 73 maintenant, et donc depuis 60 ans, passons des histoires, pourquoi je suis arrivé à la photographie, longue histoire, mais aujourd'hui, dans votre présence, la présence de ces enfants ce matin, ça me donnait encore de nouveau cette conviction que, quelque part, dans notre temps, dans toute la civilisation, quand je dis toute la civilisation, la civilisation de l'humanité en général, c'est le vrai arme de reconstruction massive. C'est-à-dire, avec la photographie, d'une part, avec toutes les études qui ont été faites, il y a plus de 60% de connaissances générales de l'humanité qu'on peut transmettre à l'autre. Ça veut dire que ces 60%, on n'a pas besoin de langue, de traduction. L'image, c'est universel, ça parle à tout le monde. Et donc, nous sommes quelque part, moi je dirais au début, parce que ça ne fait qu'une trentaine d'années que Internet a commencé cette connexion mondiale de tout le monde, dans le monde entier. Et la seule langue qu'aujourd'hui, les gens, ils le voient, ils se comprennent, peu importe que ce soit à Tokyo, ou à Pékin, ou à Ouagadougou, ou à Berlin, ou à Londres, ou à Saint-Benoît, c'est l'image. Ces photographies que vous avez vues, vous allez voir dans l'expo, une grande partie, je l'ai exposée dans plus de centaines de pays du monde, Donc vous pouvez imaginer la différence culturelle, la différence religieuse, la différence de classe sociale des gens qui viennent voir, ils ont tous la même réaction. Ça veut dire que c'est un vrai langage universel. Et c'est un langage qui est de plus en plus, ça devient accessible grâce à ce que tout le monde a, l'outil que nous avons tous dans la poche, c'est le téléphone. Ça a commencé par les revues, les magazines, l'impression, le Gutenberg, la machine à imprimer. Vous voyez, tout ça, on a avancé petit à petit pour arriver à ça. Et de dire qu'il y a des gens, c'est combien d'années maintenant qu'il y a le festival? 32 ans. Oui, 32 ans. De dire qu'il y a 32 ans, il y a une équipe des gens de Saint-Benoît qui ont eu l'idée de dire il faut faire quelque chose avec la photographie. Ça veut dire qu'il y a une vraie fondement culturel, connaissance de l'humanité, de l'avenir ici. Vous connaissez mieux que moi tous ces gens qui ont fait le festival. Je viens de le connaître et plus je le connais, plus je me rends compte que c'est des gens de valeur. Et c'est des gens qui ont vraiment un regard envers l'avenir, envers l'humanité, et que
Même si Joseph, qui est le fondateur de ce festival, aujourd'hui, il s'est fait cambrioler. Je sais pas si vous êtes au courant. Mais quelque part, il y a, dans les conversations avec eux, je me suis rendu compte d'une autre chose, c'est que dans cette ville, vous avez eu un des très grands photographes, Gérard Buzeau. Voilà. Qui était, moi je ne savais pas qu'il était de cette ville, Gérard Buzeau. Et c'est un grand photographe, connu, beaucoup, et qu'il est d'ici, et je disais aujourd'hui, mais c'est un vrai trésor que vous avez. Il faut mettre ensemble, il faut voir où sont ses archives, il faut vraiment presque mettre une rue à son nom, parce que voilà la photographie, ce qui est en train d'arriver, ça n'est que le début de connaissance de la photographie, ça n'est que le début de ce qu'est l'importance de la photographie. Chaque jour, on voit combien de photographies ça se fait, combien de gens ils le voient. Évidemment, il y a aussi des gens qui me disent oui, mais aujourd'hui, tout le monde fait la photo, pourquoi on a besoin de photographes? J'étais même questionné ça dans certaines interviews. Pourquoi on a besoin de photographes? Et ma réponse était malheureusement, tout le monde n'a pas un appareil photo. J'espère le jour où tout le monde en aura un appareil ou le téléphone qui peut photographier ou prendre des images. Et après, je fais les connexions entre l'écriture et la photographie. Vous voyez ? Il y a une centaine d'années, peut-être ou même plus, dans certains pays, tout le monde n'avait pas ni la possibilité de lire ou écrire, ni un stylo dans la poche. Il a fallu une centaine d'années, peut-être 200 ans, où lire et écrire devenu général pour tout le monde, dans certains pays, dans beaucoup de pays aujourd'hui. Et il a fallu aussi qu'on invente les bics et les stylos simples pour que tout le monde en ait dans la poche. Ça, c'est l'outil. La même chose qu'aujourd'hui, une grande partie des gens, ils ont ça. Comparez ça au bic, au stylo. Et après, je disais aux journalistes qui me disaient pourquoi on a besoin de photographe, j'ai dit regardez, c'est pas l'outil qui fait le travail. C'est pas parce que tout le monde a un stylo dans la poche qu'il y a eu le nombre de Victor Hugo a été augmenté. Vous voyez? En plus, le journaliste avait un joli Mont Blanc dans la poche. J'ai dit, vous avez un Mont Blanc de presque 850 €. Et vous avez fait pas comme Balzac. Pourquoi vous avez l'outil? Faites-le. C'est là où vous voyez qu'il y a une vraie différence entre l'outil et l'œuvre. De la même façon, je disais, vous voyez, une fois Picasso, il marchait sur une plage, il avait pris un petit bâton et il avait dessiné quelque chose et que tous les gens de ville à côté, il voulait tout faire pour préserver ce qu'il avait dessiné sur la plage. Or, c'était juste un petit bout de bois sec qu'il avait pris. Ce bois sec, nous, on le voit, on en trouve dizaines chaque fois qu'on est sur la plage. Ouais. Donc, c'est pas l'outil qui fait l'œuvre. Il y a des choses beaucoup plus profondes derrière le regard. Il y a la connaissance. Il y a le plus important pour moi, c'est la quantité du cœur qu'on met dans son travail. Ouais. De la même façon que dans la cuisine, il y a quelqu'un qui me disait voilà les ingrédients de faire ce repas, c'est ça, ça, ça. Je dis mais le plus important qui est jamais écrit dans aucune recette, c'est la quantité de l'amour que le cuisinier il met pour faire la cuisine, n'est-ce pas? Ça c'est jamais écrit. L'art, c'est la même chose.
c'est que quelle est la quantité de l'amour que vous mettez quand vous êtes en face d'une personne comme ça, ou ça, ou les autres. Quelle est la réaction que vous avez personnellement devant ça avant d'appuyer? C'est ça qui devient, comment dirais-je, la créativité pour moi. Dans les années 80, quand on travaillait avec les appareils anciens, avec tout manuel, le mise au point manuel, le diaphragme, la vitesse, tout ça c'était manuel. J'étais beaucoup dans les zones de guerre. Et à l'agence, à SIPA, le laboratoire, il me disait, mais Reza, vous n'êtes pas très bon. Moitié de vos photos, ils sont flous. Vous ne faites pas bien le mise au point. Il faut vraiment que vous mettiez, apprenez un peu. Moi, je ne disais rien. Je disais, je suis désolé. Et après un moment, il y a eu la nouvelle que Canon, il vient de sortir le premier appareil électronique qui fait les mises au point automatiques. J'ai eu une chaleur au corps, j'ai dit, je vais le prendre tout de suite. Évidemment, comme beaucoup des amis photographes traditionnels, contre tout ce qui est électronique au début, non, moi je veux pas, je veux tout manuel, j'ai envie de faire moi-même. J'ai dit, moi, je veux le prendre. J'ai pris le premier appareil autofocus, le premier vraiment. Et après, à l'agence, il me dit, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tellement? J'ai dit au laborantin, tu sais pourquoi? Maintenant, je peux te dire. Parce que les moitiés de mes photos étaient floues. Parce que je pleurais. J'avais tellement larmes aux yeux que je n'arrivais pas à faire le mise au point. Maintenant, l'appareil va faire le mise au point, je vais continuer à pleurer et je vais faire mes photos aussi. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Il aura fallu pour arriver à cette création. Et ça, c'est valable dans tout. Vous êtes tous des différents métiers et vous savez très bien que si vous ne mettez pas le corps dans ce que vous faites, le résultat ne va pas être bon. Même si vous mettez tous les, comment dirais-je, le cocher, tout ce qu'il faut faire, mais s'il n'y a pas de corps, le résultat, c'est pas aussi bon. Voilà, en général, ma façon de travailler, ma façon... je suis architecte de formation. Ouais. J'ai commencé à apprendre la photo à 13 ans. J'ai appris tout seul dans une ville de Tabriz en Iran, sans aucune personne qui connaissait autour de moi comment ça marche, qu'est-ce que c'est le film, comment on développe, comment on met même le film dans la caméra. Tout ça, j'ai dû apprendre avec beaucoup de difficultés. Mais assez vite, j'ai pu quitter cet appareil. Mais comme ce n'était pas connu comme un métier, il y a 60 ans, j'ai fait l'étude universitaire pendant 7 ans, architecte, je travaille comme architecte. Et un jour, j'ai dit, je vais aller là où mon corps est là, qui est la photographie, ma passion. Et j'ai quitté le cabinet d'architecture dans lequel j'ai travaillé, en disant au directeur, je prends 3 jours de congé. Il a dit, c'est pas possible, on a beaucoup de travail, il faut absolument... Je dis, non, vraiment, j'ai besoin de 3 jours. Bon, il a essayé de négocier 1 jour, 2 jours, je dis, non, 3 jours. Ok, je suis parti avec mon appareil dans la rue. Je suis descendu dans la rue de Téhéran, faire des photos. 4e jour, toujours dans les rues, il appelle... Enfin, il avait appelé à la maison parce qu'il n'y avait pas de portable. Alors, Reza, vous venez aujourd'hui. Je dis, écoutez, encore un jour et je viendrai demain. Et ça a duré pendant 1 mois. Et maintenant, ça fait 45 ans que je suis retourné. Ouais. Et c'est un peu ça. C'est 45 ans où les gens qui travaillent dans le bureau, ils m'attendent encore. Et
je continue. J'ai fait 9 mois par an en voyage. Je suis seulement 3 mois par an à la maison à Paris. Mon épouse elle est écrivain, Rachel, qui est un grand écrivain, elle fait des romans, mais aussi les textes que vous allez voir ici, ce sont des textes qu'elle qui écrit en m'écoutant, aussi en mettant ce qu'elle a vu dans certains voyages avec moi. Et voilà, donc ces 9 mois, c'est un travail solitaire, en contact, en immersion totale avec les gens, avec leurs histoires. Et ça, c'est une autre façon de travailler. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, à un moment où je devais aller pour la première fois photographier en Somalie, c'était avec feu Frédéric Mitterrand, qui est décédé, le ministre de la Culture, le cinéaste. On allait filmer, photographier les gens qui étaient dans le camp de affamés, enfin les gens qui mouraient de faim. C'était tellement dur pour moi l'idée que j'ai fait toujours aller vivre avec les gens, passer du temps avec eux, de comprendre et photographier, que je me suis dit, je ne peux pas aller vivre dans leur camp, dans leur tente, c'est pas possible, ou manger ce qu'ils mangent, c'est pas des malades. Donc, avant d'aller, pendant 72 heures à Paris, je me suis enfermé et j'ai rien mangé. 72 heures. C'est énorme. Pourquoi j'avais fait ça? C'était juste pour sentir la personne que je vais, ou les personnes que je vais trouver devant moi dans ces camps de famine. Qu'est-ce qu'ils ont senti, qu'est-ce qu'ils sentent? Même si c'était des mois qui étaient dans telle situation, mais au moins ça me donnait cette petite touche de connaissance de quelle c'est la situation de la personne que je veux photographier. Ça, c'est une des façons pour moi, c'est ça, de vraiment essayer de comprendre et sentir comment il vit, qu'est-ce qui se passe. Ce qui m'a emmené assez vite aussi, presque dès 1983, c'était mon premier reportage en Afghanistan, après l'occupation de l'Union soviétique, ou le gouvernement de la Russie aujourd'hui, en me disant, bon, c'est bien que j'arrive à faire des photos, mais ces réfugiés, ces gens qui vivent dans la guerre eux-mêmes, et si eux, ils avaient un appareil photo, et si eux, ils avaient la possibilité de faire des photos, ils montreraient d'autres choses. Donc à partir de ces 83, j'ai commencé, parallèle à mon travail photographique, et je continue encore, de former des gens, des femmes, des hommes, des enfants, selon la situation, à la photographie, à la vidéo, au journalisme, pour qu'eux, ils puissent expliquer leurs histoires. Donc, pendant des années, je faisais ça individuellement dans beaucoup de pays, en Afrique du Sud, aux Philippines, à Ouganda, en Afghanistan, et finalement, en 2001, quand j'avais fait, je ne savais pas que ça allait être le dernier film, j'avais fait le film sur Massoud pour le National Geographic, un film qui s'appelle en anglais Into the Forbidden Zone, en français je ne sais pas comment ça. En tout cas, c'est un film de National Geographic et c'était sur Massoud. Massoud était encerclé par le groupe de Al-Qaïda, par l'armée pakistanaise et talibans. Les trois, ils avaient encerclé, il lui restait très peu de place, et moi j'avais pu aller emmener une équipe de National Geographic pour faire ce film
qui devient le dernier film sur Massoud. Et c'est à ce moment où, en discutant avec lui, que j'avais dit, mais voilà, moi j'ai fait toutes ces formations dans le monde entier, et même j'avais commencé la formation des Afghans, des réfugiés. Donc, une des meilleures choses pour l'Afghanistan aujourd'hui, ça va être de créer un centre de formation pour les journalistes, donc dans ces conversations. Ce qu'il m'a emmené en juillet 2001 à Paris de créer une association qui s'appelait AINA, ça veut dire le miroir en afghan, pour former les Afghans. 2 mois après, il y a eu septembre, le 9 septembre, le 11 septembre, Massoud était assassiné. Après, il y a eu les tours, il y a eu l'attaque des Américains et les talibans, ils ont fui. Et j'arrivais presque la première personne qui rentre à Kaboul après le départ. Et la première chose que j'ai fait, là où les gens, tout le monde disait, mais ils ont faim, j'ai dit non, il faut créer un centre de formation pour les journalistes afghans, surtout les femmes en Afghanistan. En 2001, jusqu'à la deuxième venue de talibans en 2021, pendant 20 ans, j'ai eu cette très grande centre de formation. Il y a eu plus d'1 millier de femmes afghanes qui étaient formées à la photographie, à la vidéo, journalisme. On a créé le premier magazine pour les femmes en Afghanistan, le premier magazine pour les enfants, 8 journaux et quotidiens et mensuels, tout ça en aidant les femmes de devenir eux-mêmes le directeur de leur publication. On a créé une radio qui s'appelait la Voix de femmes afghanes, 11 heures par jour de diffuser des programmes de formation pour les femmes. Donc tout ça, pour vous dire, m'est venue de cette connaissance de la photographie, m'est venue l'idée que l'art et culture, dont les médias ils font partie. Quand je dis médias, je ne parle pas des journaux et de la télévision d'aujourd'hui, je parle de concept de médias. Donc tout ça, ce sont pour moi, à mon avis, la seule solution pour un meilleur avenir. L'art, culture et médias, ils font partie des festivals, les centres culturels, tout ça, ce sont les meilleurs moyens d'avancer pas à pas vers un meilleur avenir. Le fait que, il y a aussi des gens qui disent, oui, mais attendez, moi je suis né, il y a eu la guerre, encore il y a la guerre, ça sert à rien tout ça. Je dis non, ça, il ne faut pas prendre notre âge dans l'histoire de l'humanité comme une mesure. Notre âge de 80, 100 ans, pour l'histoire, ça n'est que juste une petite respiration. Pour changer une mentalité, il faut plusieurs générations. Donc, chaque moment, chacun de nous avons, je dirais, ce devoir, cette mission de dire qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je peux faire autour de moi, pour que le monde soit le meilleur endroit après moi. Quand je me souviens en Iran, les livres de l'école, à mon âge, enfin à mon temps, et on commençait directement pour apprendre les textes. Imaginez que les enfants à 6 ans, ils vont aller à l'école ici, et au lieu de le A et le B et des petites phrases, on leur donne un texte de Balzac et dit voilà, commencez à écrire. Nous, on avait, dans notre temps, était comme ça. Et une des histoires qui m'avait beaucoup touché, enfant, c'était l'histoire suivante, c'est qu'un jour, dans un village, trois jeunes qui marchaient au bout d'une route, et ils voient un homme très très âgé, à peine il peut
marché est en train de planter un arbre, un noyer, on dit non. Donc les jeunes qui croyaient qu'ils connaissent tout, de l'agriculture ou autre, ils disent mais pourquoi tu te donnes autant de peine de planter un noyer? Il faut 25 ans pour que ça donne des fruits. Tu ne seras pas là. Et l'autre qui le regarde, il dit oui, mais ce que vous ne savez pas, c'est que tous les mois que j'ai mangé, leur arbre était planté avec des gens avant moi. Donc, je ne fais que continuer pour l'avenir, pour les gens qui viennent après moi. Et c'est ça, moi, je dirais, notre mission, si on peut dire une mission, parce que, oui, qu'est-ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal? C'est ça, c'est de réflexion, c'est une connaissance vers l'avenir, vers la capacité de changer, de créer, de faire tout ce qu'on a fait. Et c'est là où je dis, chacun de nous, nous avons une possibilité. Moi, à ma façon, je ne sais pas si j'ai fait une bonne affaire ou une bonne décision de passer de l'architecture à la photographie, mais voilà ce que j'ai fait. Mes photographies sont là.